Bonjour à tous et bienvenue sur Histodar. Les scènes de crimes célèbres ont toujours été source d'inspiration pour les peintres. Le tableau de la mort de Marat dans sa baignoire est sans doute un des plus emblématiques de ce style macabre. Mais avant de commenter l'œuvre de David, suivons les circonstances qui ont poussé une jeune femme à commettre l'irréparable pour devenir une martyre de la Révolution. Marie-Anne-Charlotte de Corday-d'Armont, plus connue dans l'histoire sous le nom de Charlotte Corday, naît dans l'Orne en 1768. Elle est issue d'une famille appartenant à la petite noblesse normande et descend directement du dramaturge Pierre Corneille. Elle est élevée à l'abbaye aux Dames de Caen, qui accueille les jeunes filles pauvres de la noblesse normande. Elle reçoit une éducation soignée et une instruction de qualité. Et si elle lit les auteurs classiques, elle s'intéresse aussi aux idées nouvelles des philosophes des Lumières, comme Montesquieu ou Rousseau. En 1789, elle accueille avec sympathie la Révolution et devient républicaine. Mais dès 1793, elle n'en supporte plus les excès. La mort du roi et les nombreuses exécutions ne sont plus en adéquation avec ses idéaux de liberté et de justice. La Convention est alors dominée par les députés les plus radicaux, les montagnards, menés par Danton, Marat et Robespierre, qui appliquent cette politique de terreur aidée par les sans-culottes parisiens contre ceux qu'ils appellent les ennemis de l'intérieur. Finalement, les députés modérés, en particulier les chefs girondins, sont arrêtés, considérés comme des traites à la République. D'autres s'enfuient en province, et certains vont se réfugier à Caen, où habite Charlotte Corday. Ils organisent des réunions politiques auxquelles elle assiste à plusieurs reprises, où ils fustigent le régime jacobin et exhortent les vrais patriotes à se soulever. Mais ce sont les paroles du député Pézenas qui vont la pousser à agir. Faites tomber la tête de Marat et la patrie est sauvée. Né en Suisse, Jean-Paul Marat a tout d'abord exercé la profession de médecin, avant de devenir journaliste à la Révolution. Il a d'ailleurs fondé un journal, L'Ami du Peuple. Élu à la Convention, bon orateur, apprécié des sans-culottes pour son extrémisme, il a voté la mort du roi et a été un temps inquiété pour sa responsabilité dans les massacres de septembre 1792. Le 9 juillet, elle quitte Caen en diligence pour rejoindre Paris, bien décidée à assassiner Marat, en pensant naïvement que son crime va faire cesser la violence. Arrivée 2 jours plus tard, elle loue une chambre à l'hôtel de la Providence. Tout un symbole, rue des Vieux Augustins.
Ayant projeté de tuer Marat devant l'Assemblée, elle doit y renoncer, car celui-ci reste cantonné chez lui. Il ne se rend plus à la Convention, car atteint d'une maladie de peau, il passe la majeure partie de son temps dans une baignoire avec de l'eau au soufre. Le lendemain, elle rédige une sorte de testament politique où elle explique les raisons de son geste. Le 13 juillet, elle achète un couteau de cuisine et se fait refouler 2 fois au domicile de l'ami du peuple par l'entourage du député dont les ennemis sont nombreux. Elle décide alors de lui faire parvenir un billet où elle explique qu'elle vient de Caen et qu'elle a des informations sur des complots qui se trament. En fin de journée, sans réponse, elle décide d'écrire un second billet où elle insiste pour être reçue, car il en va du salut de la République. Elle met la lettre dans sa poche, glisse le couteau dans son corsage et prend un fiacre pour se rendre au 20 rue des Cordeliers, au domicile de Marat. De nouveau, des femmes lui disent que celui-ci ne peut pas la recevoir. Mais les éclats de voix attirent l'attention du député. Elle est finalement introduite auprès de lui pour le découvrir dans son bain. Elle lui explique qu'elle vient de Caen et qu'elle a une liste d'agitateurs girondins. Marat, furieux, lui ordonne de les nommer. Se retrouvant seule à seule, Charlotte commence à les citer. Puis, brusquement, elle sort son couteau et le plonge mortellement dans le côté gauche du malheureux. Aussitôt, les femmes, dont Simone Évrard, la compagne de Marat, se précipitent et la maîtrisent avec l'aide d'un commissionnaire, sans qu'elle oppose la moindre résistance. Elle est ensuite conduite à la prison de l'Abbaye, où elle est surveillée jour et nuit. Charlotte Corday est jugée le 17 juillet à 8 h du matin. Antoine Fouquier-Tinville est l'accusateur public. Claude François Chauveau-Lagarde, son avocat. Elle revendique son crime et utilise son procès comme tribune politique. Elle a agi seule, sans complice et pour le bien de tous. J'ai tué un homme pour en sauver 100 000, dira-t-elle. Condamnée à mort et revêtue de la chemise rouge des assassins, elle est guillotinée le jour même sur la place de la Révolution, faisant l'admiration des spectateurs devant son sang-froid face à la mort. C'est en novembre 1793 qu'on demande à David, ami de Marat, de réaliser un tableau donc, sur sa mort brutale. Je ne vais pas revenir en arrière sur la carrière de David, homme politique et peintre officiel sous le Premier Empire. Je vous invite à voir ma vidéo sur le tableau du sacre de Napoléon, si vous voulez en savoir plus sur lui. C'est un tableau aux dimensions relativement modestes, 165 cm sur 128. Alors rien à voir avec le tableau du sacre, et donc dans le style néoclassique. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment l'impression de se retrouver sur une scène de crime d'un film policier. Alors, je vous ai grossi certains éléments, comme le couteau taché de sang, la lettre d'introduction de Charlotte que tient toujours Marat avec la date, et qui la désigne comme coupable. Alors, ne manque plus que la police scientifique pour récolter les indices. Vous remarquerez que le fond du tableau est sombre, sans aucun élément de décor, pour ne pas détourner votre attention.
Mais vous allez me dire, où est Charlotte? Justement, c'est fait exprès. Le but est d'effacer la meurtrière. Alors une femme en plus. Et de mettre en lumière la victime, au sens propre comme au sens figuré, pour en faire le martyr de la cause républicaine. David s'est certainement inspiré de certains tableaux sur la descente de croix du Christ, et plus particulièrement avec les Pietas, ou Vierges de pitié, qui sont dans l'art religieux la représentation de Marie tenant son fils mort sur ses genoux. En voici donc d'ailleurs quelques exemples. On peut également le rapprocher du tableau de Van Dyck, mais surtout à celui du Caravage. Je vous ai mis les deux tableaux côte à côte, et on y voit donc beaucoup de similitudes. La position du corps, avec le bras qui pend, la tête penchée en arrière, le linceul de Jésus qui peut être comparé au drap de la baignoire, et bien sûr la blessure à son côté qui rappelle le coup de lance qu'a reçu Jésus. Alors j'y ajouterai aussi son turban qu'il portait pour soulager ses migraines, qui peut être associé à une auréole de saint. Mais là, c'est un avis tout à fait personnel. Une autre caractéristique, le visage reposé, presque souriant de Marat, comme s'il était seulement endormi. Alors sans doute une métaphore pour prouver que sa mort n'empêche pas la révolution de continuer. Il tient d'ailleurs toujours sa plume dans la main, comme s'il était prêt à continuer d'écrire. On peut noter aussi toute l'estime de David pour Marat, avec l'épitaphe inscrite comme sur une pierre tombale, sur la caisse où il posait ses feuilles et son encrier. L'œuvre originale est exposée au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, et il existe 4 reproductions en France, supervisées par le peintre, dont une au Louvre et une autre au château de Versailles. Certaines n'ont pas d'inscription. Celle de Reims, par exemple, porte la mention « N'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné ». Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur ce tableau, que j'ai essayé de commenter à ma manière, sans trop de détails techniques. Merci à vous de m'avoir suivi. Et à bientôt sur Histodote. Salut!